Ici, il y avait une explication à cette volonté répétée, vous l'avez entendu tout à l'heure, de Vladimir Poutine de négocier, notamment avec les Américains, à la fin de la guerre, comme pour ces dernières menaces sur l'utilisation de l'arme nucléaire. À l'entendre, le chef du Kremlin, eh bien, tout va bien. Les troupes sur le terrain font un travail excellent. Oui, mais voilà, ça c'est le discours officiel. Catherine André, il y a une réalité, il y a des gens qui travaillent sur cette réalité. En fait, on en parlera dans quelques temps, notamment avec un reportage de Jérôme Garraud. Il y a ces troupes que l'on envoie sur le terrain et puis il y a ces promesses non tenues, ce triste business sur la mort des soldats organisé par le Kremlin. Mais d'abord parlons de ce dont on ne parle pas, surtout du côté de Moscou, de désertion. Et oui, c'est une enquête qui s'intéresse à justement ce phénomène, enquête d'un média russe indépendant qui s'appelle Forbidden Story et qui a enquêté sur une unité en particulier de l'armée. Il s'agit de la 20e division de fusiliers motorisés de la garde, unité donc de l'armée russe, vaste unité d'infanterie. Avant la guerre, ils étaient autour de 8500 militaires dans cette unité. En tout cas, ce sont les chiffres dont on dispose. Et donc, cette unité aurait été visée, touchée par des défections, des désertions en cascade. 1 millier de soldats russes qui auraient quitté, fui cette division, selon donc ce média Forbidden Story, qui s'est procuré, vous allez le voir, une lettre qui a été adressée par le commandant de la division de ce régiment, qui informait justement sa hiérarchie de ces défections en cascade, avec une liste de noms associés, liste de noms qui a été vérifiée par le média russe indépendant, qui a pu confirmer que ces soldats avaient bien déserté. On y trouve par exemple 858 soldats sous contrat, 150 soldats qui avaient été mobilisés, 2 conscrits. Il y avait également 26 officiers subalternes, un major et 2 lieutenants-colonels. Alors le média indépendant russe, il a retrouvé certains de ces soldats qui avaient fui, qui étaient même pour certains d'entre eux retournés chez eux. Ils avaient fui l'armée et ils ne se cachaient pas. Notamment ce jeune homme, Mikhail, 22 ans, un militaire professionnel donc, qui était sous contrat avec l'armée. Alors ce jeune homme, il raconte que dès le début, dès le départ, au cours des 6 premiers mois de la guerre, il souhaite déjà démissionner, il souhaite déjà partir. À l'époque d'ailleurs, il le peut encore parce que les contrats avec le ministère de la Défense peuvent encore être résiliés. Mais déjà, il a peur du sort qui est réservé aux soldats qui ne veulent pas se battre. Voilà ce qu'il raconte, ce qu'aurait dit un des chefs d'état-major. Le chef d'état-major a dit clairement que si quelqu'un du quartier général voulait partir, il avait creusé à proximité une prison souterraine. Vous serez là-bas à réfléchir sur votre comportement. Mikhail, qui parle de cette division, donc la 20e division de fusiliers motorisés de la garde, comme étant l'une des pires de l'armée. Elle traite très mal le personnel militaire. À l'intérieur, évidemment, de cette vaste division, il y a plusieurs régiments et le média russe indépendant s'intéresse à l'un de ces régiments, le 255e régiment, où là, la situation semble catastrophique. Les pertes sont colossales, les pertes humaines. Dès le début de la guerre, sur 570 hommes, cette division, elle aurait perdu 16% de ses soldats. Et donc, dans la foulée, 150 soldats auraient refusé de se battre parce qu'ils ne voulaient pas être envoyés à la mort. Et justement, dans un courrier, le commandant de cette division, il demande des renforts en raison de l'état moral, psychologique insatisfaisant du personnel. En fait, cette enquête, selon Forbidden Story, elle montre l'ampleur du phénomène qui touche l'armée russe. Selon les chiffres officiels, depuis le début de la guerre, il y aurait eu 11 700 cas de défection, d'affaires qui auraient été portées en justice, mais on est sans doute très très loin du compte, puisque c'est juste les chiffres qui ont été révélés. Merci beaucoup Catherine, c'est édifiant, parce que, eh oui, Sébastien Bis, il fait comme ça de... J'allais dire, ça fait du bien, général, de se dire, parce qu'on parle, on parle souvent des désertions, du désarroi de l'armée ukrainienne, et on peut le comprendre, bien évidemment, mais de l'armée russe, c'est assez rare. Alors, je vous l'ai dit, restez bien avec nous, on a un document assez exceptionnel tourné par Jérôme Garraud sur les méthodes employées par le Kremlin pour recruter cet argent dépensé, puis vous verrez avec des témoignages, il y a le contrepoint avec ces soldats russes qui disent, bien, tout simplement, on laisse les cadavres pourrir sur le champ de bataille, ça évite à l'administration de Moscou
Moscou de payer les familles et de payer les primes. Mais d'abord sur cette désertion, sur ce qui est dit. L'armée russe, elle résiste. Elle résiste pourquoi? Parce qu'elle est massive? Parce qu'il y a des moyens de rétorsion sur ces soldats? Il y a une pression considérable, je pense. On sait que le système poutinien est très fort pour mettre des pressions sur les proches. Il y a tout un réseau, si je puis dire. C'est une vraie politique pour les forcer à aller se battre. Et ça ramène vraiment sur le devant de la scène un point qui nous est cher, nous, tous les chefs militaires, c'est cette ressource humaine que j'appelle souvent la richesse humaine. C'est de voir comment, aujourd'hui, on entretient cette motivation chez nos jeunes. Là, c'est par la force, dans l'ensemble. Il y a sans doute des gens, quand même, sur la masse, il y en a qui sont convaincus. Mais je pense qu'à la fois les méthodes, l'absence de reconnaissance du commandement, tout ça, ça fait c'est absent total on le sait, des structures russes. Ce n'est pas dans leur esprit. Il n'y a pas de sous-officiers. Il n'y a pas. Chez nous, on crée des liens, on crée une synergie, on a cette volonté de travailler collectivement, et tout ça est perdu parce que, en fait, Poutine, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a transformé une armée nationale en une armée de mercenaires. Ce sont de plus en plus, on le voit là, on a vu les jeunes là, qui se posaient la question, 5 000, 50 000, je ne sais plus. 50 000, un peu plus, vous allez voir dans quelques instants. Presque 52 000. Ma vie vaut un peu plus que ça. Euros par an. Bon, mais ça n'empêche qu'effectivement, la Russie joue sur la masse. Maintenant, elle a l'aide de pays qui s'embarrassent moins de fioritures comme la Corée du Nord. Et puis, elle va aussi embaucher en Afrique. On ne le sait pas assez, mais elle débauche beaucoup en Afrique. Des gens qui viennent sur le terrain. Ce qui était réservé d'ailleurs à Wagner avant, ce débauchage en Afrique, mais qui semble se généraliser. Dimension humaine et en contrepartie, le courage ukrainien, quoi. Des gens qui sont là sur le front depuis 3 ans et qui continuent à se battre, mais les difficultés réelles, et ça c'est le point clé, on le sait, de M. Zelensky. Il n'arrive pas à mobiliser sa population au niveau où ça serait nécessaire. Vera Gangsteva, merci d'être avec nous. Merci d'avoir patienté. On va bien évidemment continuer de partir, de voyager, d'essayer d'explorer les arcanes de l'armée russe et les méthodes du Kremlin. Mais une réaction à ces soldats, à cette enquête que nous a révélée Catherine André sur ces désertions qu'on cache bien évidemment du côté de Moscou. Oui, effectivement, c'est une des désertions connues la plus peut-être massive. Pour ce jour-là, mais il y avait aussi les cas juste récemment près de Novosibirsk par exemple, donc le 14 novembre, il y a une semaine, il y avait une mutinerie aussi dans une base militaire où les soldats russes blessés étaient traités et on les menaçait d'envoyer au front aussi le lendemain. Donc ces cas-là deviennent aussi récurrents et ça montre aussi à quel point la guerre longue aussi est compliquée pour Poutine. Ça montre aussi à quel point cette guerre, ce n'est pas une guerre patriotique, c'est pas une guerre défensive comme Poutine essaie de le présenter, mais c'est une guerre expansionniste. Et souvent, les gens, effectivement, leur motivation, c'est soit gagner de l'argent, soit juste remplir comme ils croient, leur service militaire au gouvernement. Mais souvent, ils sont déçus. Et c'est ça, à mon avis, qu'on voit, c'est le résultat cumulatif de tout ce que les gens ont vu depuis 3 ans de la guerre dans l'armée russe. Donc ils ont vu effectivement les tortures, ils ont vu les menaces, ils ont vu les vagues d'assaut, ils ont vu que les salaires promis n'étaient pas finalement payés. C'est ça ce que révèle aussi Mikhail dans ce témoignage qu'il a fait pour la presse russe indépendante. Donc voilà, ça montre à quel point aussi c'est dur pour Poutine de maintenir le même rythme de recrutement, de mentir. C'est tellement long parce que finalement la réalité elle rattrape les soldats russes aussi. Donc voilà, ça montre que c'est dur aussi malgré tout ce qu'on dit. Souvent on parle des déséquilibres démographiques entre la Russie et l'Ukraine. On croit que ça va donner un atout incontestable à Poutine pour alimenter le front avec les soldats sans presque limite. On voit qu'il y a les limites, qu'il y a les problèmes et que c'est profond et que pour avancer pour Poutine, effectivement, ça va être pas facile de convaincre les gens à aller en Ukraine se battre tant que les perspectives ne sont pas claires dans cette guerre.
Eh bien, cette réalité, on va l'entendre. Restez bien avec nous, Eva, bien évidemment, avec des témoignages rares de soldats russes sur les méthodes employées par le Kremlin. Mais d'abord, un reportage de Jérôme Garou, Michael Merle, Michael Cailly et Elena Dabak, un document assez exceptionnel. Vous allez voir que Moscou est prêt à mettre le paquet quand il paye, bien évidemment, pour essayer de recruter des soldats envoyés sur le front ukrainien. 50 000 € en moyenne pour un soldat, c'est une somme énorme. Mais en Russie, c'est 8 fois le salaire moyen, sans compter les primes exceptionnelles. Regardez ce document. Dans les profondeurs de Moscou, jusqu'à 70 mètres sous terre, 7 millions de voyageurs chaque jour. Voici le dernier endroit investi par l'armée russe pour chercher des recrues. Bon, là, nous sommes dans le métro moscovite. On va remonter à la surface et vous allez voir, les affiches de recrutement de l'armée sont omniprésentes. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface. Pour convaincre ceux qui hésitent, Vladimir Poutine a doublé le salaire et la mairie de Moscou ajoute une prime. Au total, un nouvel engagé se voit promettre au minimum pour un an l'équivalent de 52 000 €, plus de 6 fois le salaire moyen en Russie. C'est bien, mais ce n'est pas une somme incroyable compte tenu du danger. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, moi je n'irai à aucun prix. 5 millions pour signer un contrat? Je pense que je n'irai pas, mais j'ai mes raisons. Vous accepteriez que votre fils signe un contrat? Bien sûr, il faut défendre la patrie. Et le salaire qu'on vous donne dans l'armée, on ne le trouve pas ailleurs. Ces jeunes citadins qui refusent de s'engager sont désormais visés dans les dernières publicités de l'armée russe. Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из иллюзий и банановых смузи? En creux, la propagande proclame « Soyez de vrais hommes ». 2 ans et demi après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a besoin de toujours plus de soldats. Mais à Moscou, la guerre semble lointaine.